Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, dossier chaud, dossier très très chaud. Vous êtes de plus en plus nombreux à pouvoir nous suivre. Il y a des sujets que vous nous envoyez. On a beaucoup de sujets, mais on va y arriver. Un peu de patience. Nous sommes encore avec Benacaps. Benacaps que vous aimez tant. Avec Benacaps, on va essayer de développer encore un dossier chaud, éducation de nos enfants, la délinquance juvénile. Comment éduquer les enfants? Là, on est vraiment avec Benacaps. Bonjour Benacaps. Bonjour Pasteur Bobo et bonjour à toutes les personnes qui nous suivent. Comment réagissez-vous par rapport aux réactions des autres? Par rapport aux réactions, j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai eu des coups de fil. Il y a de ceux qui ont à poser des questions, il y a de ceux qui ont encore à rajouter d'autres conseils. Et voilà quoi. Et que ce qui est bien, que plusieurs sont édifiés et c'est vraiment le but. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus de 12 ans à 18 ans, 12 ans à 18 ans. D'autres disent que c'est l'âge à risque, Benacaps, 12 ans, 18 ans. Oui, 12 ans, 18 ans, c'est vrai que c'est l'âge où les enfants basculent de fois, où il y a l'adolescence qui joue aussi, et sans oublier qu'il y a aussi l'entourage et le milieu qui joue beaucoup à cet âge-là, où l'enfant veut aussi s'imposer, l'enfant veut aussi faire voir que non, il connaît, qu'il peut aussi avoir un mot, un dernier mot à dire. Mais à cet âge-là, c'est l'âge à laquelle où les parents doivent vraiment être très attentifs à l'écoute et aussi pouvoir aider l'enfant, pouvoir orienter l'enfant. Parce que quand une fois ça commence dès le bas âge, c'est vrai qu'on peut toujours rattraper l'enfant à cet âge-là. Mais si on n'a pas eu le temps de le commencer dès le bas âge et que l'enfant fait une crise d'adolescence à cet âge-là, des fois c'est vraiment difficile de pouvoir récupérer l'enfant. Que se passe-t-il l'adolescence des 12 à 18 ans ou des 12 à 19 ans, d'autres disent des 11 ans? On voit changement corporel de l'enfant. L'enfant avait 5 ans, il n'avait rien. 7 ans, il n'avait rien. Directement, 11, d'autres commencent à 10 ans, mais 11 ans, 12 ans, il y a changement physique, corporel chez l'enfant. Que se passe-t-il chez les filles et les garçons? À cet âge-là, le corps se déforme, hein, et c'est aussi une surprise, étonnement aussi pour les enfants, parce qu'ils ressentent cela, ils se posent aussi des questions, mais qu'est-ce qui se passe? La raison pour laquelle c'est vraiment important que les parents puissent être là, expliquer à l'enfant qu'est-ce qui se passe avec son corps. Pourquoi est-ce que son corps se déforme maintenant? Pourquoi ça prend des formes? Pourquoi est-ce que son corps est en train de se développer? Les parents doivent être là, avoir un nom à tous ceux qui sont en train de se produire dans la vie de l'enfant. Parce que nous avons des enfants qui passent ce cycle ou bien ce moment, qui sont eux-mêmes et des fois ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont plus par contre aller voir plus d'infos sur les réseaux sociaux ou bien chez des amis ou bien à l'école. Mais ce qu'on reçoit à l'école est toujours différent à ce que les parents peuvent contribuer, donner dans la vie de l'enfant. L'école, ils parlent en général, mais c'est à nous, en tant que parents, nous donnons l'essentiel et ce que nous attendons et ce que nous voulons de nos enfants. Et voilà pourquoi nous, en tant que parents, nous avons notre part à nous à faire, c'est de pouvoir éduquer l'enfant selon nos ententes, comment nous voulons que cet enfant puisse émerger et aller de l'avant. Ma fille me demande de la pilule, a dit une dame des États-Unis d'Amérique. Benacaps, ma fille me demande de la pilule. J'ai envie de la ronger, de la cogner. Benacaps, à la maison, brusquement, votre fille a 12 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Maman, je veux de la pilule. Mais tu sais, Pasteur Bobo, toutes ces choses, ces enfants, ils apprennent à l'école. Donc c'est à l'école qu'on leur parle de toutes ces choses, pilules, préservatifs et tout ça. On leur parle tout ça à l'école. Mais quand on leur parle à l'école, c'est préventif. On leur dit juste qu'ils devraient utiliser ça. Pourquoi? Parce qu'ils grandissent, et quand ils devront passer à l'acte pour qu'ils ne puissent pas tomber enceinte. Mais si les parents ne sont pas là pour bien centraliser les choses, pour bien
cadrer les choses, c'est en ce moment-là que les enfants sont en train de dévier. Parce que l'enfant, lui, l'enfant trouve que c'est tout à fait normal parce que c'est le prof qui est en train de dire que non, tu dois prendre la pilule parce qu'une fois que tu passes à l'acte, tu ne pourras pas tomber enceinte et ainsi de suite. Mais nous, en tant que parents, qu'est-ce que nous voulons de nos enfants? Nous devons leur faire asseoir et leur expliquer. Tu vois, quand ton corps est en train de se déformer comme ça, il ne faut pas prendre la pilule. Parce que quand tu commences déjà dès le bas âge à prendre la pilule, il y a les conséquences plus tard. Quand on est déformé, d'autres ne comprennent pas. Il faut bien expliquer, ça c'est l'émission. On est là pour aider aussi les gens. Mais mettez-vous aussi à la place des parents. Mettez-vous à la place des parents. Votre fille que vous croyez gamine, enfant, pour vous, vous n'imaginez jamais ça. Mettez-vous à la place de cette dame qui vous pose la question. Brusquement, maman, je veux de la pilule. Quoi? Maman, j'ai vu de la pilule. Que faire? Expliquer à l'enfant et avoir du sang-froid, commencer à expliquer à l'enfant, ou bien s'énerver, ou c'est comment. Quand vous dites transformation, c'est quoi transformation, garçon et fille? Déjà, quand l'enfant vient te dire, il ne faut pas commencer par taper. Ça, c'est typique, typique africain où on tape. On n'a pas le temps de parler, on n'a pas le temps d'expliquer. C'est en coupe court et vite fait. C'est paf, 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 l'affaire est close, va dans ta chambre et tout, pour qui tu te prends, et ça, ainsi de suite, avec des insultes qui suivent avec. Non. Quand l'enfant vient te dire de telles choses, il faut faire asseoir l'enfant. Tu le dis, mais pourquoi tu me parles de la pilule? Qui t'a parlé de ça? Et tu écoutes d'abord l'information que l'enfant a reçue à l'école. Tu écoutes d'abord. Après avoir écouté ce que l'enfant a reçu à l'école, tu poses maintenant la question à l'enfant. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu en penses? Tu entends aussi l'idée de l'enfant, qu'est-ce qu'il est en train de dire. Et maintenant, à ce moment-là, en tant que parent, tu trouves le mot qu'il faut pour convaincre l'enfant. Tu sais, les oreilles ne peuvent jamais dépasser la tête. Convaincre ou expliquer. Il faut aussi expliquer la fuite directement. C'est quoi la pilule? Pourquoi on prend la pilule? Il faut expliquer. Parce qu'elle connaît déjà. Comme vous le précisez. Elle arrive, c'est à vous de savoir, est-ce que l'enfant fait déjà des rapports sexuels? Là, la maman, je ne sais pas si la maman veut creuser, ça peut être la bagarre à la maison, ça peut être des troubles, mais au moins, commencer déjà à expliquer à l'enfant, c'est quoi, ça sert à quoi, c'est comment, c'est quoi. Mais c'est ça que je dis, il faut expliquer, il faut d'abord savoir comment est-ce qu'elle est au courant. De deux, qu'est-ce qu'elle-même elle en pense, et pourquoi est-ce qu'elle demande. Et c'est en ce moment-là, quand tu as bien creusé, parce que, tu sais, l'enfant, pour qu'il puisse parler, il doit se sentir en confiance. Et en ce moment-là, il va s'exprimer, il va dire ce qu'il ressent. Quand l'enfant a fini de parler, si en ce moment-là, toi, en tant que parent, que tu expliques à l'enfant, tu sais, c'est un enfant, c'est pas un adulte, c'est un enfant. Donc, l'oreille ne peut jamais dépasser la tête. Toi, en tant que parent, tu dois être apte à avoir de mots, à avoir de moyens pour convaincre à ton enfant à l'expliquer les choses. Si maintenant l'enfant t'apprend et te dit que non, c'est vrai que j'ai passé à l'acte, ça va te choquer en ce moment-là. Mais maintenant, il faut lui parler. Mais si maintenant tu te dis, moi quand j'étais, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, chacun a grandi selon sa génération. Nous, chez nous, les parents ne parlaient pas. Et en plus, si tu regardes bien, nos parents ne nous connaissaient pas. Parce qu'on grandissait dans la cour de parcelles et tout ça. C'était venez manger, vous avez fini, vous allez jouer, où il y a des profs pour le devoir et tout. Mais ici en Europe, la vie, elle est tout à fait différente. Tu es avec tes enfants à la maison, donc dans quelques mètres carrés. Donc, des fois aussi, il y a même des parents qui ne connaissent pas aussi leur enfant. Donc, tu vois, c'est pour ça que je dis, il faut connaître ton enfant. Même si l'enfant a passé à l'acte, il faut maintenant savoir pourquoi est-ce que l'enfant est passé à l'acte. Et aussi, si l'enfant arrive à te le dire, fais-lui comprendre que ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Parce que quand tu tapes sans expliquer, l'enfant se dit, mais pourquoi m'a tapé, on ne m'a pas expliqué? Il faut d'abord m'expliquer. Parce que nos enfants de nos jours, ils aiment l'explication, ils aiment que tu puisses leur expliquer le pourquoi. Et quand tu l'expliques, et tu lui montres aussi les inconvénients dans l'affaire. Et là, il faut être sûr que l'enfant a compris le message. Parce que des fois, quand nous parlons aux enfants, on s'impose. On parle, mais sans toutefois savoir, est-ce que l'enfant a bien compris ce que tu lui as dit? Le dialogue, c'est quand tu as parlé à l'enfant, tu laisses aussi le temps d'écouter ce que l'enfant a à dire et ce que l'enfant a compris. Et en ce moment-là, tu verras que quand même l'enfant ira dans sa chambre et prendra le temps de réfléchir,
de se dire, ah ouais, peut-être, oui, c'est vrai que maman a raison, papa a raison, c'est vrai que peut-être je ne dois pas faire ça. Oh non, papa n'a pas raison et tout. Pour ça, quand même, je vais lui poser la question. L'enfant aura ce courage-là à venir dire, maman, par rapport à ce que tu avais dit, tu ne penses pas peut-être c'est comme ça. Et là, vous ouvrez la conversation et vous expliquez à l'enfant. Mais évitez ce côté où nous avons, nous, surtout nous en tant qu'Africains, quand l'enfant vient se présenter devant toi, te pose une question où tu perds contrôle, tu ne sais pas comment réagir, à commencer à taper l'enfant, à insulter l'enfant. Ça ne vaut pas la peine. Parce que quand vous faites ça, vous bloquez l'enfant, en fait, vous rejetez l'enfant, vous repoussez l'enfant. Et après, demain, vous voyez que non, l'enfant est devenu délinquant, l'enfant n'écoute pas, têtu, l'enfant se révolte. Pourquoi? Parce que l'enfant ne sait pas s'exprimer. Peut-être rien n'est passé, c'était juste une question. Vous vous alarmez comme si il s'est passé des choses, c'est des questions. C'est l'âge où les enfants aussi posent des questions. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions comme des... Mais quelle est la cause principale des taux d'échec scolaires, surtout ici en Europe ou en Occident, trop d'échecs scolaires chez les adolescents entre 12 ans et 18 ans, trop d'échecs scolaires, cela est dû à quoi? Tu sais, déjà, il faut voir déjà l'éducation des parents. Si nous remarquons, nous allons remarquer que la majorité des parents, nous des immigrés qui sommes ici, il y a beaucoup qui n'ont pas étudié. Et l'effet de ne pas étudier, et il y a souvent ce langage aussi qui dit, en lingala, donc du style, moi j'ai déjà fait ma vie, l'enfant aussi aura à faire sa vie. Non, on ne fait pas subir à nos enfants ce que nous on a subi. Ce que nous on fait en tant que parents, c'est aider nos enfants à pouvoir exceller, avancer et faire plus que nous. Et pas laisser le faire souffrir. Si tu vas voir chez les Blancs, un Blanc prend le temps d'investir dans la vie de son enfant, de le laisser l'héritage pour qu'il puisse s'en sortir. Mais nous, de fois, nos enfants, ils sont surendettés de dettes des parents. Donc, on ne prend pas le temps de pouvoir investir dans la vie de nos enfants. Bête exemple, tu verras le matin, quand nos enfants déjà s'apprêtent pour aller à l'école, les parents ne sont pas là pour savoir est-ce que l'enfant a déjà pris son petit déjeuner avant d'aller à l'école. Ça parle de 12 ans, 12. Oui, oui. L'enfant doit manger avant d'aller à l'école. Il doit prendre son petit déjeuner. Parce que comment l'enfant va arriver à se concentrer à l'école si déjà le matin, il n'a pas son petit déjeuner? Et déjà si l'enfant ne dort pas assez. Tu verras que l'enfant va dans la chambre pour dormir, les parents sont au salon occupés à parler, à crier, des amis qui viennent à 2 heures tardives et tout ça. L'enfant n'arrive pas à dormir. Et le matin, l'enfant a du mal à se réveiller. L'enfant, parce qu'il se réveille en retard, il n'a pas le temps de prendre son petit déjeuner. Et quand il arrive à l'école, l'enfant ne sait pas se concentrer à l'école. Et déjà, quand il va même à l'école, l'enfant n'a pas de 10 heures, l'enfant n'a pas le repas de midi. Pourquoi? Parce que les parents ne sont pas là, l'enfant ne dort pas bien, l'enfant n'a pas le temps de se concentrer. Les parents ils se disent non, c'est à l'école de faire le suivi. Non. L'école apporte la connaissance à l'enfant, mais l'éducation et la réussite de l'enfant, c'est nous les parents qui le faisons. C'est nous qui devons faire un suivi à la maison. Savoir à quelle heure l'enfant doit aller au lit. Quand il se réveille, il doit prendre son petit déjeuner. Quand il va à l'école, il doit avoir sa boîte à tartines. S'il n'a pas sa boîte à tartines, il doit quand même avoir quelque chose pour pouvoir manger à midi. Tu sais que j'ai parlé à un professeur qui allait me dire que quand tu vas regarder à la cour de récréation, à l'heure de pause, tu te rendras compte que les enfants chouchent d'ici, ils ont le temps de sortir, aller au snack, aller à la terrasse quelque part pour aller manger à l'heure du midi. Mais nos enfants, ils sont regroupés dans un coin, à l'école, à la cour de récréation, dans un coin où ils sont en train de galérer, de ne rien faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de tartines, ils n'ont pas l'argent pour acheter à manger. Entre-temps, les parents, ils ont l'argent d'allocation. Hein. Les mamans, pas les parents. Les mais parents. Ils sont avec vous. Les mamans, l'argent d'allocation, l'argent des enfants là. Ça reste, on dit quoi, Makilimba, ça va. Ou, la gamme dit que nos enfants se retrouvent à l'école, ils n'ont rien, ils n'ont rien, ils n'ont rien à manger. Non, ils n'ont rien à manger. Ils sont là, en train de... Il y a de ceux qui vont dormir sur les bancs. Il y a de ceux qui vont traîner là. C'est ça qui leur pousse de fois
à aller à la délinquance parce qu'il n'y a pas un suivi. Ils se sentent frustrés. Au moment où ils doivent être dans le même niveau que les autres, eux, déjà à la cour de récréation, ils n'arrivent même pas à suivre la cadence avec d'autres élèves parce que les parents, ils ne savent pas suivre. Donc, les parents doivent préparer l'argent chaque jour, Mais, un peu 10 euros, 5 euros à l'enfant pour manger à midi. mais bien sûr, parce que l'enfant doit manger à midi. À l'heure de midi, donc, si manger à l'école coûte cher, donne ne fût-ce que des boîtes à faire, l'enfant puisse faire ne fût-ce que des boîtes à tartines à l'école. S'il dit que non, maman, j'ai grandi, j'ai pas envie de boîte à tartines, réserve même à 5 euros tous les jours que tu lui donnes, qui pourra ne fût-ce que s'acheter son sandwich et de l'eau ou une boisson à l'heure de midi pour aller manger. Pourquoi est-ce que nos enfants, à nous, doivent rester à la cour de récréation tant que les autres sont en train d'aller manger? Ça, c'est très chaud. Les papas diront, moi je ne donne pas de 5 euros parce que ma femme a l'argent des enfants. Mais la CAP, ça lui revient encore dossier, là, ces dossiers-là, de l'argent, de la location familiale des enfants. On le suit partout à travers le monde. Mais vous avez cité le cas des parents. Il faut que vous puissiez répondre par rapport à l'argent de la location familiale. Là, on ne peut pas vous rater. Mais la question qui va suivre, c'est directement, vous touchez un point très important qui concerne les parents qui n'ont pas étudié. Nous autres, on a étudié, mais nos parents aussi n'ont pas étudié. Notre génération, nos parents n'ont pas fait d'université. Mais on a eu la chance, on a été encadrés. Mais pourquoi ici en Europe, la majorité qui n'ont pas étudié n'arrivent pas à encadrer leurs enfants? Tu peux donner des pistes? Ils vont faire quoi si les parents n'ont pas étudié? Que faire? Mais d'abord, l'argent de la location, là, les gens vous suivent, l'argent de la location que les mamans prennent, que vous prenez. Que vous preniez. Ça part où? Et que ça part où? Ça part où nos enfants se retrouvent à l'école, même pas 5 euros, même pas tenter. Non, non, les allocations, tu sais, Pasteur Bobo, c'est que j'ai toujours dit, les parents, ou bien si tu veux, comme tu veux pas que je dise les parents, je dois bien préciser les mamans qui prennent les allocations. Je vous en supplie et je vous dis, soyez sages et réfléchissez à l'avenir de vos enfants. Si nous, en tant que parents, nous n'avons pas eu cette chance-là d'avoir d'héritage, d'avoir de compte en banque ou d'épargne, épargnons cela à nos enfants. Ils ont le droit d'être heureux et d'avancer et d'exceller sur cette terre. L'argent là que tu reçois des allocations là, tu peux beau t'acheter des bijoux, le maquillage, des chaussures, des vêtements, tout ce que tu veux. Mais n'oublie pas une chose que c'est une fierté quand demain tu vois ton enfant devenir une grande personne. Tu vois l'étoile de ton enfant briller. Où est-ce que la jalousie naît? La jalousie naît quand il y a des femmes sages qui prennent le temps d'épargner pour leur enfant, pour que leur enfant réussisse, et qu'il y a d'autres femmes qui passent leur temps à se maquiller, à aller acheter des vêtements, les derniers griffes, d'aller acheter des choses qui coûtent cher pour qu'on puisse me voir, parce que moi aussi je dois m'amuser, moi ceci. Demain, quand ces enfants grandissent, et qu'ils voient que l'enfant de l'autre est en train de merger, est en train de réussir, de finir des études, c'est quand la jalousie naît. Pourquoi mes enfants ne réussissent pas? Pourquoi mes enfants ne vont pas de l'avant? Pourquoi mes enfants? Mais attends, remets-toi en question. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait comme sacrifice pour que tes enfants puissent réussir? Donc il est important, tant que, tu sais, on n'a rien pour rien. Même le Dieu créateur du ciel et de la terre a dû donner son Fils unique. Donc sur toute chose sur cette terre, nous devons faire un sacrifice parce qu'il n'y a rien gratuit sur cette terre. Même pour la réussite de nos enfants, il y a le sacrifice à faire. Cet argent-là que nous prenons, nous devons nous dire, on peut se faire plaisir, je ne refuse pas. Mais ne te fais pas plaisir sur la totalité de l'argent. Prends ne fût-ce que 10% de cet argent-là et pour ceux qui restent, ouvre même un compte en banque. Mais ne fût-ce que quelque chose pour ces enfants-là, quand ils seront à l'université, qu'ils puissent avoir le moyen d'aller payer leur cote, d'aller, ne fût-ce qu'à étudier à l'étranger, d'aller, en fait, d'exceller, d'avancer dans les études, que de tout temps se dire, ah, là, je suis sur YouTube, maintenant, c'est à la mode de maquillage qui vont comme ça. Oh non, c'est à la mode des jupes qui arrivent jusque là-haut, c'est à la mode des chaussures pareilles, ou c'est à la mode de tels vêtements, c'est à la mode. Tu vas être à la mode.
Mais demain, quand tes enfants vont arriver engrossés, tes enfants n'étudient pas, tes enfants sont des délinquants, tes enfants ceci, après vous courez, vous allez à l'église. Oh, papa, pasteur, impose les mains. Il y a dans certaines choses, on n'a pas besoin d'imposer la main. Certaines choses, ça commence dès le bas âge. Qu'il faut pouvoir mettre la bonne sémence pour que la chose puisse fleurir et que le toit puisse briller, être fier de nos enfants. Maintenant, en ce qui concerne, parce que tu m'as demandé sur les allocations et en même temps tu m'as dit de parler sur la scolarité des enfants. Pasteur Bobo, nos enfants, c'est une étoile. Nos enfants, comment je peux dire, c'est une richesse. Tu ne peux, si les parents n'ont pas étudié, nous devons faire de notre mieux pour que nos enfants puissent étudier. Je vais te donner par exemple un exemple. Si tu regardes par exemple d'autres communautés, ils ont le système d'école de devoirs. Eux-mêmes s'organisent de faire l'école de devoirs. Où tu verras que les parents d'autres communautés, ils n'ont pas étudié. Mais les enfants sont des avocats, des médecins, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils se sont réunis, ils ont dit, nous, nos enfants ne doivent pas rester la queue ni le dernier. Nos enfants doivent exceller. Donc, ils ont fait des associations, ils ont fait des écoles de devoirs pour que les enfants puissent aller là-bas faire un suivi. Chez nous, dans notre communauté à nous, est-ce que ce genre de choses existent? Il n'y a pas. Il n'y a pas parce que chacun pense pour soi. Tu verras que nos enfants, deux fois, ils ont des problèmes avec les devoirs et tout. Les parents, ils ne savent même pas où aller. Est-ce qu'on a même des associations qui peuvent faire même des suivis par rapport aux parents qui n'ont pas étudié pour pouvoir les orienter par rapport aux devoirs des enfants? Il n'y a pas. Et les parents ne savent même pas comment suivre les enfants à l'école. La raison pour laquelle la politique aujourd'hui, dans nos écoles, ils sont en train de casser nos enfants parce qu'ils ont remarqué que les parents ne sont pas présents, il n'y a pas de suivi par rapport aux parents. Il y a un jeune d'enfance qu'on va recevoir avec vous au mois de septembre. Lui au moins, c'est un jeune que je connais aussi très bien, il organise, chaque année, il a une école, école de devoirs pour aider les parents. Beaucoup de parents ne savent peut-être pas, surtout dans des pays, dans des milieux, où, en Belgique par exemple, où les gens parlent néerlandais, c'est très compliqué pour d'autres parents encore. D'abord, le français, c'est compliqué, mais encore le néerlandais, encore, c'est encore très compliqué. Il y a des gens, il y a des jeunes Congolais qui font aider les parents. On va les recevoir avec Benacaps, ça pourra aider. Benacaps, mon fils, mon ado, ne veut plus ranger sa chambre. Il refuse, que faire? En tout cas, bon, il ne veut pas ranger sa chambre. Ben, écoute, il devrait commencer dès les débuts. Quand tu dis mon fils, c'est un fils de quel âge qui ne sait pas ranger sa chambre? Adolescent. Ben, il doit déjà commencer à ranger sa chambre. Il y a des parents qui sont aussi poules, qui devraient un peu enlever le pied sur l'accélérateur, qui veulent tout faire pour leur enfant. Le petit déjeuner, c'est les parents qui font la chambre, c'est les parents. Débarrasser et faire la table, c'est les parents. La vaisselle, c'est les parents. Les enfants, ils sont là qu'à regarder la télé. Après la télé, c'est le téléphone. Après le téléphone, aller chez des copines. Non, il faut responsabiliser les enfants. Il faut les responsabiliser. Surtout, nous avons des adultes qui ont du mal à être responsables dans leur couple parce que dès le bas âge, on ne les a pas responsabilisés. On les a appris, ils ont grandi de façon que c'était toujours papa, maman qui faisaient tout. Il faut responsabiliser les enfants. À l'âge de 12 ans, un enfant doit déjà être apte à faire son lit. Il se réveille, il fait son lit. Il sait ranger sa garde-robe. L'enfant, à l'âge de 12 ans, sait déjà faire la vaisselle, peut déjà apprendre à balayer, faire passer la serpillière. Nous aussi, les parents, des fois, on n'a pas le temps. Le travail, ceci. Mais prenons ne fût-ce que quelques temps à pouvoir aider nos enfants à apprendre les tâches ménagères. Parce que si aujourd'hui il y a aussi des divorces, ça fait aussi partie de ces causes-là. Nos enfants, des fois, ils se marient, c'est douroum, snack, et resto. Quand il faut préparer à la maison, elles ne savent pas préparer. Et le moment où il n'y a pas l'argent à la maison, l'homme qui lui dit, mais écoute ma chère, là, parce que on ne sait pas suivre le restaurant, essaie de faire quelque chose à la maison. Les invités vont arriver, catastrophique. Donc, les filles disent que non, papa, moi je vais épouser un blanc. Pourquoi un blanc? Parce que avec un blanc, là-bas il n'y a pas que je vais préparer pour elle. Là, on va y arriver.
les filles qui réclament pourquoi c'est moi qui dois préparer chaque jour. Et l'homme, vous gâtez les hommes, l'homme ne fait rien, lui il ne fait rien, c'est moi qui vais préparer pour lui. Là, tu vois, on le suit partout, à travers le monde, c'est extraordinaire. Une fille de 30 ans, née, grandie ici, a donné son témoignage. Elle a donné son témoignage, elle dit, Pasteur Bobo, Benakaps, moi, j'ai été abusé dans la maison familiale. Abusé dans la maison familiale, les tontons, les machins, oncles ou quoi. Abusé à la maison, c'est là qui a provoqué qu'elle était devenue délinquante, qu'elle avait même quitté l'école. C'était à la maison. Que diriez-vous à la maison? Il se passe des choses à la maison. Que faire les parents? Comment protéger les enfants? Inceste, des désordres dans la famille. On parle entre 12 ans et... Vous avez dit transformation physique de l'enfant. Les filles, on voit les seins, les bassins, les corps changent. Et c'est aussi très dangereux par rapport aux vautours. Les rapaces, les vautours, si les parents ne protègent pas les enfants, c'est dangereux. L'inceste, ça peut aussi être, malheureusement, d'autres, c'est même le papa. Ou papa, on dit quoi? Le papa qui arrive, le mari, ou les copains de maman. Là, je vous laisse le temps expliquer. Mais tu sais, il y a beaucoup de nos enfants qui ont subi cela, les attouchements. Il y a beaucoup. Et il y a des enfants qui n'osent même pas en parler parce que c'est tabou. Tu oses dire une telle chose dans une famille, c'est cet enfant qui sera traité de sorcière, de mauvaise fille. C'est cet enfant qui va être condamné. Mais moi, j'aimerais bien tirer la sonnette d'alarme. C'est que, parents, apprenez à parler à vos enfants. Parents, apprenez à écouter ce que votre enfant vous dit. Et aussi, quand vous savez que vous avez des filles à la maison, il faut surveiller et sélectionner les amis que vous invitez chez vous à la maison. Parce que quand vos enfants commencent déjà à avoir un corps qui se transforme et que chez toi à la maison, la porte, elle est tout le temps ouverte à tout le monde, que tu ne sais même pas qui est qui, ne sois pas étonné demain si ce genre de choses arrivent. Et quand ce genre de choses arrivent, quand l'enfant vient te dire, ne cherche pas à taper l'enfant ou à condamner l'enfant. Prends le temps d'écouter ce que l'enfant te dit. Parce que ce n'est pas l'enfant qui va dire à cet adulte de faire ces choses-là. Parce que c'est un enfant. C'est l'adulte qui est intelligent, qui sait ce qu'il est occupé à faire. Et nous avons même des enfants qui ont été habités chez des tantes, chez des oncles, chez par exemple des familles récomposées, où il y a ce genre de choses. Mais tellement que la mère a trop confiance en son homme, où il se dit que sans mon homme, je ne pourrais pas vivre, et que cet homme a compris ce point faible chez la femme, se permet aussi à faire ce genre de choses. Et quand l'enfant ose dire que non, maman, il y a une telle chose qui s'est passée, c'est un sacrilège. L'enfant est vraiment insulté, méprisé. Donc, on peut même chasser l'enfant de la maison. C'est quelque chose que moi, j'aimerais vraiment demander aux parents d'ouvrir les yeux de ce côté-là. Apprendre à parler à l'enfant. Quand l'enfant vient te dire, maman, tu sais que non, il y a tel tonton qui a joué avec mes nénins. Il y a quel tonton qui me disait que non, on a un petit secret, tu ne dois pas dire à ta maman. Il n'y a jamais un secret hors les parents, il n'y a pas. Surtout l'homme qui vient dire à ton enfant que non, il y a un secret, on a notre petit secret, il ne faut pas le dire à tes parents, il ne doit pas avoir lieu. L'enfant doit toujours être prêt à tout te dire, tout te raconter. Parce qu'il y a des oncles, des hommes qui rentrent à la maison, des grands manipulateurs. Ils rentrent et te manipulent, et toi maman, et les enfants, et il fait ce qu'il a envie de faire, comme s'il était terrain au football, il saccage comme il doit le faire. Et donc maintenant il met une amitié entre la maman et l'enfant, et lui il gagne, il sort vainqueur dans ce terrain-là. Non, il faut, en tant que maman, hein, tu dois apprendre à ouvrir tes oreilles, à écouter ce que ta fille te dit, à faire confiance à ce que ta fille te dit. Et aussi, apprendre à dire à ton enfant que ton corps n'est pas un jouet. Personne n'a le droit de venir jouer avec tes nénins. Personne n'a le droit de venir te caresser la fesse. Personne n'a le droit de le faire. Si tu vois qu'il y a un tonton
un garçon qui s'est permis à faire ça, tu dois le dire. L'enfant va se sentir en confiance, va se dire que non. Demain, s'il y a telle chose qui arrive. On le suit partout, à travers le monde, je vois Benakab s'est surchauffé, Benakab en colère, presque en colère vraiment. Mais Benakab, d'autres disent il y a un monsieur, il y a eu un procès d'un monsieur, il a été arrêté, il a abusé la fille de sa femme. Selon lui, c'est la faute de sa femme qui laissait sa fille s'habiller n'importe comment. L'adolescence, il faut aussi contrôler l'habillement. Ici, on dit qu'il était psychopathe parce qu'on ne veut pas dédouaner parce que l'enfant s'habillait mal à la maison. Il est psychopathe vraiment. Pasteur Bobo, tu ne peux pas dire que c'est trop léger de dire que non, parce que l'enfant ne s'habillait pas bien. Tu es bien. C'est un procès. Hein. Oui. Le procès, il déclare ça. Voilà. Mais ils sont en train de dire que non, c'est un enfant. C'est un enfant. Un innocent, c'est un enfant. Toi, tu es adulte. Donc, quand tu as des pulsions, tu prends à gérer tes pulsions. Tu ne peux pas commencer à faire des attouchements chez des enfants. Non, je suis désolée. Mais quand la fille a 17, 18 ans, ça peut aussi être... Elle a une part de responsabilité. C'est comme si vous dédouanez les filles de 17 ans, 18 ans, 19 ans. Non, mais 17 ans, 18 ans, 19 ans, il reste à voir. Il y a certains enfants, tu vois, qui est mature, elle-même, elle est consentante par rapport à ça. Mais quand je dis consentante, ça veut dire c'est une relation, par exemple, elle fait à l'extérieur. Là, moi, je te parle d'attouchements qui se font à la maison. Donc, je ne pense pas qu'un enfant à 17 ans, ou 18 ans, 19 ans, peu importe l'âge, qui va accepter assez que son père, son oncle, ou quelqu'un d'autre vienne faire d'attouchements à la maison. Je ne pense pas. Souvent, ce sont des manipulateurs, des gens comme ça qui viennent chez des gens pour pouvoir faire ce genre de choses. Et ils savent que cet enfant est vulnérable, cet enfant est faible, cet enfant elle est faillible, et ils profitent de la sensibilité de l'enfant pour faire ce genre de choses. Et l'école aussi, ça perd toute l'école. Ben oui, parce que, écoute, tu sais, c'est ça, moi je dis toujours, hein, il faut qu'on change notre façon de fois d'éduquer nos enfants. On doit changer cette façon. On doit arrêter cette façon qu'on avait à l'époque là, où l'enfant n'a rien à dire, tu veux tout le temps taper l'enfant. L'enfant, tu sais, nos enfants, comment je peux dire, à l'époque, tellement qu'on nous tapait, on connaissait plus la chicotte que Dieu. Parce qu'on était tapé pour un rien. Moi, je sais qu'à l'époque, c'était même quand tu parlais avec un garçon au coin de la rue, là, on te chicotait, on te tapait, comme si l'effet de parler avec un homme à la rue, c'était l'effet de tomber enceinte. Mais les choses ont changé. À l'époque actuelle, il y a pas mal de choses qui se font, qui se passent, que ce soit à l'école, que ce soit à la télé, à notre entourage, il y a pas mal de choses qui se font. Donc, on doit essayer de passer ce stade-là, ou de dire que l'enfant n'a rien à dire. Non. Il faut arriver à un niveau où l'enfant doit arriver à se confier, à tout te dire. À tout te dire. Même le tonton là qui lui a ramené à la maison. L'enfant doit arriver à te dire, oui maman, tu sais, j'étais à l'arrêt de bus. Il y a le tonton X m'a pris à l'arrêt de bus qui m'a ramené à la maison. Même si ce tonton-là se dit, tu sais, moi je te ramène à la maison, mais il ne faut pas dire à maman, sinon petit secret. L'enfant doit être, en fait, développer cette relation-là, que l'enfant ne sait rien te cacher. Que l'enfant doit venir te dire. Vous savez combien d'enfants aujourd'hui qui se rebellent aujourd'hui, que nos enfants, que nous allons retrouver dans la drogue, dans la prostitution, par-ci, par-là. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont eu à subir toutes ces choses à la maison. Mais le problème, c'est quoi? Ça le range au-dedans d'eux. Ils ne peuvent pas en parler. Merci beaucoup. L'adolescence, c'est l'âge de la rébellion. C'est l'âge où c'est la rébellion. L'enfant veut se rébeller avec ses parents. Mais Benakab se donne l'antidote. Elle dit il faut que les parents puissent développer la confiance. Donc, c'est l'âge où l'enfant veut faire sa petite rébellion, c'est la rébellion, mais vous, parents, il faut anticiper, il faut faire un effort d'anticiper. Benakab, on nous suit. Mais quelqu'un a dit aussi, elle, c'était beaucoup plus, elle a été abusée à l'école. D'autres disent que moi, c'était à l'église, mais même à l'église, il y a des abus sexuels, même à l'église. Parents, maman, que faire par rapport à ces mots de faux? Maintenant, il y a même Internet. Il y a Internet. L'enfant n'est jamais sorti, mais l'enfant peut faire des choses
par Skype, par Facebook, par Internet, avec un tonton qui est peut-être loin. Je vous donne le micro, on suit Benacaps. Quand l'enfant commence à se rébeller, l'enfant était bien, poli et tout, subitement, l'enfant commence à se rébeller. Il faut se poser la bonne question. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle est la cause? Pourquoi l'enfant est-il devenu ainsi? Il faut poser les questions. Et des fois, l'enfant sait que ce qui s'est passé, si je ose le dire, c'est moi qui serai mal vu. Et c'est moi qui serai humilié, rejeté. C'est moi qui serai insulté. L'enfant le sait. Et il sait même que même si je veux dire ça à mes parents, même mes parents ne vont pas y croire. La raison pour laquelle tu verras les enfants comme ça se rebeller du jour au lendemain. Mais pourquoi l'enfant est comme ça? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. L'enfant ne sait pas le dire. Et tous ces tontons-là, tous ces hommes-là qui font ça, ils restent là, ils sont là bien dans leur basket peinard et tout, parce qu'ils savent que non, ce qui s'est passé, l'enfant ne pourra jamais le dire. Ce que moi je dis, il faut apprendre à pas... Tu sais, hein, si nous aujourd'hui, nos filles à nous, n'arrivent pas à se confier à nous, je ne sais pas chez qui nos enfants vont aller se confier. Il faut que nous puissions parler. Donc, il n'y a pas de tabou. De tout et de rien. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas. Parce que déjà, à l'école, ils sont au courant de tout. Toi, en tant que maman, déjà, nous, en tant que maman, parents, quand on est en train de parler avec nos amis au salon, nos enfants, là, dans la chambre, des fois, entendent nos conversations au salon. Donc, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Fais asseoir ton enfant, explique à ton enfant les choses comme ils sont. Et quand tu expliques à l'enfant, si l'enfant a un souci, permets à ce que l'enfant puisse te dire ce qui ne va pas. Et tu verras aussi que, surtout, les familles récomposées, où ça vraiment, je veux vraiment attirer l'attention de toutes ces femmes qui sont seules et que demain, ils se mettent en ménage avec un autre homme. Faites, vraiment, je vous en supplie, ayez des yeux ouverts. Parce que tu as tellement souffert toute seule, que tu avais tellement besoin d'avoir quelqu'un, et que quelqu'un est venu dans ta relation, et que quand cet homme a compris que, à part lui, il n'y a rien d'autre qui compte, c'est en ce moment-là qu'il joue de toi. Et surtout quand c'est une mauvaise personne. Et je ne généralise pas. Il y a l'adage qu'on dit, je mange la poule et l'œuf. Eh ben voilà. Ben voilà. Donc c'est des hommes comme ça qui vont rentrer dans des maisons, qui vont saccager une famille. Pourquoi? Parce que je vois que j'ai trop d'importance ici dans cette famille. Non. Quand surtout dans de telles situations, il faut vraiment parler à tes filles. Il faut que les choses soient claires. Il n'y a pas de tabou. Oh non, non. Tu apprends aussi à tes filles que non, quand tu sors de la douche, tu dois apprendre à te couvrir. Il y a certains vêtements qu'il ne faut pas mettre. Il faut apprendre à parler. Parler, la bouche. Le monde a été créé par la parole. Dans la parole, elle est puissante. Et le pourquoi? Pourquoi il faut admettre, il faut le pourquoi. Et le pourquoi aussi, il faut le dire. Ce n'est pas un tabou, il faut le dire. Il faut le dire que non, ici, il faut faire... Et aussi, et aussi, tu verras que il y a des autres mamans qui deviennent jalouses de leur fille. Ah bon? Ah oui. Explique-moi. Non, qui deviennent jalouses de leur fille. Quand ils voient que la fille commence à se développer, les formes, les choses bien assises en place, bien proportionnées, la maman commence à devenir jalouse. À croire que, parce que ce n'est pas son père biologique, il peut aussi aller avec. Donc tu vois, donc déjà quand il y a ces genres de choses qui se ressentent déjà dans une famille, c'est déjà une porte ouverte. C'est déjà une porte ouverte. Donc, toi, en tant que maman, tu dois avoir un juste milieu. C'est ta fille, c'est ton homme. Essayez de trouver le juste milieu avec ton homme, tu sais comment parler avec ta fille, tu sais comment parler avec. Quand tu vois qu'il y a un danger qui peut arriver, savoir trouver des solutions déjà par rapport à ça. Extraordinaire, Benacaps. Ici, on dit souvent, mais d'autres femmes préfèrent deux maisons, le système des deux maisons pour éviter des catastrophes. On dit, il y a des adages, j'ai donné la poule et l'œuf, j'ai donné, on ne laisse jamais la chèvre et on dit quoi, et faire du manioc ensemble, c'est toujours très compliqué. Pourquoi ne pas retomber dans la Bible, par exemple, dans la Bible où le divorce n'est pas vraiment permis, d'autres conseils bibliques,
les pasteurs pourront aussi aider. C'est très compliqué, les familles récomposées. On ne dit pas que dans toutes les familles récomposées, il se passe de telles choses, parce qu'on a aussi des cas où le père biologique couche avec ses filles. Il y a des témoignages, d'abord des témoignages où des filles ont témoigné, moi c'est mon père biologique qui couche avec moi. Oui, il y a des cas comme ça, il y en a. Il y en a, mais va maintenant demander combien d'enfants ont eu le courage de pouvoir dénoncer cela. Et tu verras qu'il y a beaucoup qui n'ont pas pu dénoncer cela. Parce que quand ils vont dénoncer cela... mon père biologique. Oui, parce qu'ils savent que si je dénonce cela, on va la traiter de sorcière. Ça casse la famille, les autres diront que ton père est sorcier, ça colle. Avant d'abord d'accuser papa de sorcier, c'est d'abord l'enfant qu'on va d'abord traiter de sorcier. C'est d'abord l'enfant, on va dire, mais c'est pas normal, toi en tant qu'enfant, comment tu peux te permettre... On ne va pas condamner l'homme. Là, c'est son père biologique. Oui, mais c'est ça que je dis. Avant de pouvoir condamner le papa, on va d'abord condamner l'enfant. On va dire, cet enfant, c'est un sorcier, c'est pas normal. Comment un enfant comme ça peut aller séduire son père? Comment comme ça? Mais, tu sais, moi la chose... Le père mercenaire, que je peux appeler mercenaire, ça se comprend, lui, c'est pas le père biologique. Lui, il a pris la femme, mais comme il est de mauvais cœur, il voit la fille changer, se métamorphoser. Il tombe sur la fille. Mais ici, on parle du père biologique. Le père biologique. Oui, le père biologique, ils font ça. Il y a des pères biologiques qui le font, conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Mais maintenant, il reste à savoir combien d'enfants qui ont subi cela, qui ont dénoncé. Il y en a combien? Et même ceux qui ont dénoncé, qu'est-ce qui les est arrivé après? Arrêtons avec ce tabou-là. C'est ça qui donne toujours la force à ces personnes de continuer toujours à faire ce genre de choses. Quand il y a une telle chose qui arrive dans une maison, il faut le dire. Parce qu'en le disant, directement la personne est démasquée et directement la personne sera gênée de pouvoir recommencer à faire de telles choses. On le suit, on va terminer ici, on va continuer, les dossiers tellement chauds, mais Belakams maintenant, comment faire pour éviter la délinquance? Ils ne sont pas des filles, il y a aussi des garçons, il y a aussi des garçons dans la maison. Cet âge-là, 12, 19, 20 ans, c'est très compliqué. Je vois, on va le faire à deux parties parce que c'est très compliqué. Je te laisse, comment faire pour éviter la délinquance, toi des enfants, pour que tes enfants puissent terminer secondaire, aller à l'université, fonder leur foyer, faire leur vie? Il y a la délinquance. C'est toi l'Europe, il y a trop de jeunes délinquants. L'Europe, tu peux bien l'éduquer, tu peux être une mère modèle, un papa très modèle, vous éduquez bien vos enfants, mais les autres n'éduquent pas bien leurs enfants, et ça peut se retomber sur vous. Il y a un pasteur qui a pleuré, il dit les parents qui n'éduquaient pas bien leurs enfants ont détruit mes enfants à l'église. Les enfants des autres ont détruit ces enfants. Donc, mélange. Quand tu mets des tomates pourries et les autres ensemble, c'est compliqué. Que faire? Que faire, au bout du temps, c'est que vous terminez, on termine ça. La réussite de l'éducation des enfants, je ne peux pas dire que on est spécialisé ou quoi, non. C'est une grâce d'élever les enfants et que les enfants puissent réussir. C'est une grâce. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est une détermination personnelle pour que tes enfants puissent réussir. On ne peut pas lâcher l'enfant comme ça pour dire que c'est à lui-même de trouver ses repères. Non. C'est nous qui donnons des repères à nos enfants pour que nos enfants puissent réussir. Et aussi, nous devons essayer de pouvoir intégrer aussi nos enfants dans la société. Je m'explique. Quand nos enfants vont déjà à l'école, ils ne doivent pas sentir cette différence déjà à l'école. Ça veut dire quoi? Que quand ils arrivent, si tout le monde a un cartable, lui aussi a un cartable. Ce n'est pas que lui il amène un sachet. Je ne dis pas les marques. Je ne dis pas les marques. S'il a un cartable, tout le monde a un cartable. S'il y a tout le monde a des baskets, ton enfant a des baskets. Si les enfants doivent faire des activités à l'école, ton enfant aussi fait des activités. S'ils doivent aller au sport, ton enfant aussi va au sport. S'il doit voyager, ton enfant aussi doit voyager. Tu ne peux pas mettre un complexe dans la vie de ton enfant qu'il ne puisse rien faire, que les autres puissent faire. Maintenant, c'est les vacances.
Combien de parents ont mis leurs enfants aux activités? Combien de parents ont eu à voyager avec leurs enfants? Combien de parents ont eu à faire quelque chose avec les enfants? Tu verras qu'à la rentrée scolaire, pendant la conversation, il y a de ceux qui vont raconter de ce qu'ils ont fait pendant les vacances. Et il y a des autres qui n'auront rien à raconter. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à imaginer. Moi, j'ai fait ça, j'étais parti, mais l'imagination. L'enfant n'a rien fait. Et tout ça crée un complexe dans la vie de l'enfant. Et demain, on se dit, pourquoi nos enfants sont des délinquants? Nos enfants sont des délinquants parce qu'ils n'ont pas de repères. Parce qu'ils se sont toujours rejetés dans la société. Ils vont trouver une autre... Ils n'ont pas de modèle aussi. Quels sont les modèles que nos enfants peuvent s'accrocher pour dire que non, j'aimerais être comme X, comme Y, comme dans notre communauté? Est-ce qu'il y a des modèles? Même s'il y avait des modèles, qu'est-ce que ces modèles font pour, pour la nouvelle génération? Qu'est-ce qu'ils font? Chacun tire la couverture de son côté. Chacun veut manger, veut avoir sa part. Mais on ne pense pas au futur, on ne pense pas à nos enfants. Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. La raison pour laquelle nous voyons que nos enfants, aujourd'hui, ils peuvent être dans une classe, tu regardes que non, par exemple, il y a 20 élèves, s'il y en a 5 de notre communauté, peut-être 1 ou 2 qui réussiront. Les autres là, parce que ça ne suit pas. Les activités ne suivent pas. Et la chose que je dis, allez dans les écoles, allez demander. Et on vous dira combien de nos enfants, de fois, arrivent à l'école, n'ont pas fait des devoirs. Parce que maman ne savait pas l'aider aux devoirs, papa n'était pas là, papa était au café, maman était avec ses amis ailleurs en train à l'église veillée de prière. Voilà, ou maman était à l'église veillée de prière, maman devait aller nettoyer l'église. Il faut faire la part des choses. Ce qui est de l'éducation, tu dois être présent de ce qui est de l'éducation. Ce qui est de l'église, tu vas à l'église. Mais il faut faire la part des choses. Ce n'est pas aller à l'église 24 heures sur 24 heures dire que non, Dieu va veiller sur mes enfants. Non, ce n'est pas Dieu qui va descendre pour prendre un bic et un papier pour apprendre à ton enfant à écrire, à lire, à calculer. Non, c'est ta part à toi, c'est ta responsabilité à toi. Même Dieu, il a envoyé Jésus sur la terre pour nous apprendre certaines choses. Il pouvait aussi rester là-haut à dire seulement moi Dieu le Père, je vous dis, vous devez faire comme ça. Non. Il a envoyé quelqu'un pour dire que nous sommes des dieux pour nos enfants sur cette terre. Nous avons notre part de responsabilité pour l'éducation de nos enfants. Ce n'est pas parce qu'on va à l'église 24 heures sur 24 que nos enfants vont réussir, non. Nous devons être présents pour l'éducation de nos enfants, dans les activités de nos enfants, dans la croissance de nos enfants, dans tout ce que nos enfants font, nous devons être présents. Même dans les sports que nos enfants ils font là, quand ils vont jouer au foot, nous devons être présents. Les encourager, bravo, tu as bien joué. Tu sais, ils ont besoin de sentir cette présence-là, que non, mon père est là, ma mère est là. Il y a des enfants qui vont jouer au foot, papa n'est pas là. L'enfant, il va tout seul jouer au foot. Donc, même quand l'entraîneur le fait, le met toujours à côté et tout, l'enfant ne sait rien dire. Mais quand les parents sont là, des fois, l'entraîneur ne peut pas faire ça. Et même si, pendant le match, l'enfant s'est fait mal et tout, il s'est senti pas assez compétent sur le terrain. Le fait que les parents soient là et disent, ça va aller demain, ça ira, il suffit de t'entraîner. L'enfant se sent en confiance. Il se dit, papa est là, maman est là. Arrêtons d'aller, nous parents, arrêtons d'aller vagabonder dans des boîtes, d'aller papoter à gauche, à droite des copines, à parler de midi à 14 h, téléphone des heures et des heures, qu'on passe pas le temps avec nos enfants. Passons plus de temps avec nos enfants, investissons dans la vie de nos enfants, épargnons pour la vie de nos enfants, prenons le temps de parler avec nos enfants. Si nous, on n'a pas eu le temps, ou bien on n'a pas eu cette chance-là d'avoir toutes ces choses-là, faisons de sorte que nos enfants puissent avoir meilleur que nous. Merci beaucoup, c'était votre mot de la fin. On va continuer prochainement. On vous a promis, on va continuer, mais prochainement on va mélanger vos réactions et puis on va clôturer avec Bella Kapsi. Merci, à la prochaine. Merci. Merci bien, au revoir.